Les gars, Vince et Arthur pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Sang Show. On va parler de ce qui s'est passé ce week-end sur la planète MMA et on va enchaîner avec les pronos de l'UFC 289. Allez, c'est parti, générique. Donc d'abord le cas Saladin Parnasse, ce qui s'est passé ce week-end au KSW, un gros événement qui était prévu dans un stade, c'était magnifique et tout. 60 000 Ouais, personnes. t'as vu les stories, c'est énorme. J'espère qu'on va voir ce genre d'événement en France un jour dans les stades de foot, ce serait beau. Mais à part ça, donc ouais, Saladin Parnasse qui devait combattre pour la deuxième ceinture, donc il avait déjà l'intérimaire, mais là il passait pour la ceinture des 70 kilos. Et le combat n'a pas eu lieu à cause d'une blessure soi-disant 30 minutes de son adversaire, 30 C'est ça, minutes les avant, ligaments. pendant l'échauffement. Donc du genou, des ligaments, donc du coup il n'y a pas eu de combat et Saladin se retrouve champion après négociation apparemment de son camp de Hatch, je crois, avec le KSW. Et donc ils ont décidé de lui donner la ceinture, mais ouais, il reste avec un goût amer apparemment, Saladin. C'est compréhensible. J'ai déjà eu un pull-out le jour de la pesée, mais le jour du combat, ça doit être dur. Mm. Franchement, ça doit être dur. Euh, En plus, la façon dont ils l'ont présenté, il est arrivé avec le bandage au genou. Enfin, si tu te fais les ligaments, gros, Il le peut pas petit marcher. bandage qu'il a au genou, enfin, ça va rien changer. Va à l'hôpital, va te direct, tu vois ce que je veux dire. Mm. Mais ouais, non, j'étais vraiment déçu en fait, parce qu'en plus c'était un combat. Bon après, attention, hein, l'adversaire de Saladin, c'est un monstre hein, à la Ouais, ouais, base. ouais, Il a c'est des, clair. il a des très beaux combats, très beaux Mm. records, mais c'est la deuxième fois qu'il pull out contre Saladin. Bon, on donne un petit bénéfice du doute, mais moi j'y crois pas trop quand même, hein. Moi j'y Ouais, crois non. pas trop. J'ai vraiment du mal à y croire qu'il s'est fait les ligaments 30 minutes avant le combat. En plus, généralement, les échauffements, c'est plutôt si tu fais des échauffements, quoi, tu commences, tu fais un peu de corde, tu bouges un peu, tu fais les PAO avec ton coach, tu fais quelques situations de grappling sur le tatami, mais pas grand chose, tu vois. Donc, Ouais. pour le fait qu'il se soit fait les ligaments avant le combat, j'ai vraiment un peu du mal à y croire, quoi. Je me suis déjà fait le ligament, je sais plus comment on l'appelle en français, mais le ligament gauche à l'intérieur de mon genou gauche. Le ligament croisé? Non, c'était Non, c'est juste pas un en croisé. Ah, fait. ok. Et d'ailleurs, c'était avec Juan Camilo Ronderos, le UFC Flyweight, qui m'a eu dans une clé de talon. Et en fait, j'ai entendu le ligament, ça a fait un bruit, et ça m'a pas fait mal pendant au moins 2 ou 3 heures. Mm. 2 ou 3 heures plus tard, je commençais à boiter et tout, l'adrénaline avait descendu et j'avais mal. Donc, généralement, quand tu te fais une blessure comme ça, tu ne sens pas direct la douleur, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça m'étonnerait vraiment qu'il se laisse croiser comme les footballeurs ils font, parce que là, tu peux vraiment pas marcher. Là, il a marché Mhm. tranquille dans la cage. Donc, bref, voilà, on va pas s'éterniser dessus, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, tu vois, dans cette situation. C'est clair. C'est chiant, et en plus, comme par hasard, c'est quand tu combats Saladin Parnasse, tu vois ce que je veux dire, le combattant le plus chaud que tu as jamais combattu. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, la foule, elle avait de ouf, 60 000 personnes. Ouais, ça donne envie d'être là-bas, ouais. Après, les événements à l'extérieur, souvent, ça donne pas aussi bien quand tu y es, tu vois. Mhm. Parce que tu es loin dans les stades de foot, Ouais, ouais. tu es vraiment, vraiment Ouais, loin. c'est pas Donc, mal, moi, c'est pas mal. ils ont des grands Il y avait, ouais. écrans, mais bon. Mais quand même, ouais, en tout cas, ça fout la haine. À part ça, il y avait des beaux finishes sur la carte du KSW. On va pas s'éterniser dessus parce qu'on connaît pas vraiment les noms. Nous, on est en Amérique, tu vois, c'est plutôt le circuit européen, polonais, etc. Mais en tout cas, il y avait des beaux finishes. Tu as vu le mec qui a mis un hook De il était positionnement monté. bas, Ouais, 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 j'ai ouais. jamais vu ça, Ouais, c'est ouf. franchement. J'ai vu Kevin Holland mettre Jacare de la garde, C'est vrai, mais ouais. pas de la montée, tu Pas vois. comme ça, C'était ouais. ouais, c'était chaud. Mais en tout cas, ouais, on est désolé pour Saladin. On lui souhaite qu'il combatte bientôt. En tout cas, il a les deux ceintures là. Et c'est comme ça. Après, le KSW, il est pour rien, hein. Je vois plein de commentaires sur Insta, part du KSW, etc. C'est pas leur faute, hein. C'est son adversaire. Ouais. Mais bon. Ouais, mais je crois qu'on peut enchaîner avec l'UFC, donc, qui avait pour main event Kai Kara France contre Albazi. Victoire de Albazi, une grosse robberie pour moi, un gros vol. Un vol à l'arraché, franchement, je suis dégoûté. Kai Kara France qui avait tout fait bien. Si on regarde les stats, il est devant en striking largement.
Après, niveau dégâts, ça se voit pas forcément, mais il était quand même devant. Et il y a le control time qui est pour Albazi, pour Amir, mais c'est sur un round, quoi, je crois, où vraiment il a le contrôle. Il y a eu une tentative de soumission qui est pas passée. Et derrière, il a tenté beaucoup de takedowns, mais Kai Kara les a très bien bloqués. Donc ouais, je comprends pas du tout la décision des juges. Je suis pas le seul, hein, je vois sur Internet ça bouillonne aussi. Mais ouais, on peut rien y faire, hein. C'est bizarre un peu. J'aimerais que les juges ils expliquent pourquoi ils font C'est le choix, ça, tu vois, à la c'est fin ça. du combat, qu'eux aussi soient dans la conférence de presse et qui portent leur couille entre guillemets, tu vois, et qui disent parce que là, je comprends pas. Le problème avec les juges, avec les commissions, c'est que, tu vois, n'importe quel travail, normalement, c'est basé sur la performance. Mm. Toi, t'es chef, si tu fais un plat pourri, le mec, il va le renvoyer. Et tu vas en entendre parler, tu vois, il y Mhm. aura une situation, et si tu le refais Il va y avoir des plusieurs fois, tu vas te répercussions. faire Ouais. virer. Mais avec les juges, non. Tu peux foirer 10 décisions d'affilée. Toujours, main event, juge, la même chose, tu te fais payer le week-end prochain, t'as pas perdu ton travail. À moins que ce soit un cas de corruption, ils peuvent pas se faire virer. Ouais. Donc, je comprends que c'est un travail d'interprétation, tu vois, mais après, tu interprètes ce que tu vois, bien sûr. Donc, tu verrais peut-être le body language de Amir Albazi était un peu mieux. Kai Kara, en fait, déjà, il est un peu plus petit physiquement. Il n'a pas vraiment une présence qui est imposante dans la Ouais. cage. Amir, il a une grosse présence dans la Mhm. cage et on a l'impression qu'il en veut plus. Mais techniquement parlant, quand tu voyais, il en voyait pas grand-chose, hein. Non, non, non. Kai Kara, il avait mis les points, quoi. Il avait mis les points les rounds. Je crois que c'était quelque chose comme 28 frappes touchées pour Kai et 5 frappes touchées au quatrième round pour Albazi. Et ils ont donné le quatrième round à Albazi. Ouais, 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 il y a un Donc, juge, je crois. ouais, il a donné le round 19. Mm. Deux juges, il me semble. Ah ouais. Le quatrième round, alors que c'est le round qu'il a perdu sûr. Ouais, ouais, ouais. Enfin, vraiment, vraiment sûr. 20 plus frappes contre 5. Il n'y a pas eu de takedown. Il a shooté 9 takedowns, il en a mis que un. Et Kai, il en a mis 2. Il Mm. a mis 2 Ouais, takedowns. ouais. Bon, après, il s'est relevé assez facilement. Il n'y avait pas vraiment de temps de contrôle au sol, mais les takedowns, ils ont été mis. Mm. Donc, de quel argument tu peux dire que Amir, il a gagné alors qu'il avait moins de frappes significatives et il avait un takedown alors que Kai, il en avait 2. C'est clair. Après, il y avait beaucoup de contrôle sur la cage, mais le contrôle de la cage, c'est secondaire au dommage, Mm. au dommage. Et surtout s'il y a des numéros comme ça, bon, 20 contre 5, même si c'est pas beaucoup, 20 frappes significatives, c'est quand même 4 fois plus, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, enfin, tu peux pas me dire que Amir, il a gagné. Après, moi, j'aime bien voir combattre Amir, j'aime bien ses soumissions et tout. Ça fait plaisir de voir du nouveau sang dans cette catégorie, mais il a pas gagné, tu vois. Il a pas gagné. Franchement, ça me laisse un goût amer. Toi, tu avais un parler sur. Ouais, ouais, j'avais un beau combiné, 4 combats, et c'est venu me gâcher la fête, une cote à 10. J'étais fier de moi, j'attendais juste la décision des juges. Et ouais, ils sont venus me gâcher la soirée. Mais ouais, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu, mais ouais, c'est dégueulasse. Ouais, Ouais, c'est compliqué. Après, quand Mm. tu vois ça, quand tu vois des décisions qui sont comme ça, je vais me répéter, mais la présence dans la cage, c'est important. Pour les juges, Ouais, pour les fans, la présence et j'ai pas envie de dire l'attitude, ouais, l'intimidation, ouais, mais l'attitude, ouais, c'est ça. L'attitude dans la cage, c'est important. Et mettre la pression, même si même il faisait que feinter, il sortait rien comme output. Il mettait même pas de jab, juste il feintait, tu ouais, ouais. vois. Et juste aller de l'avant et l'intimidation, la présence, c'est important, tu vois. Mm. Franchement, ça m'a re-rappelé ça, tu Ouais. vois. Donc, ouais, Combat qui a démarré très lentement, hein, aussi, les 2 premiers rounds, ils se oui. sont quasiment pas touchés. Des gros enjeux après, tu Ouais, vois, ouais, c'est généralement. ça. Bon, je dirais pas que c'était un title shot eliminator, Ouais, mais mais presque, ouais, sûrement c'est un peu. le mec qui gagne ça, il va pour aller sur un title shot Mhm. Ouais. eliminator. Et ouais. Ouais, on peut enchaîner avec les autres combats. Juste, Qu'est-ce que. juste une petite parenthèse, moi pour moi juste par rapport à Amir Albazi les gars, je voulais juste dire que moi je peux pas le voir prendre des Pantoja, des Brandon Moreno et tout. Je peux pas le voir Pas prendre encore, hein, moi non plus. encore ouais c'est Ah ouais. ça. Et je pense que là si il se contente de sa victoire et qu'il il change pas trop Ouais, de trucs ouais. dans son camp, il va avoir une douche froide au Mm. prochain gros. Et ce combat aurait dû lui servir en tant que défaite à justement aller de l'avant et progresser. C'est ça. Et là, on va voir comment il. Moi, je pense qu'il est conscient quand même que son camp est conscient que c'est pas le meilleur combat de sa vie, on va dire. Donc il y a des choses à corriger, je pense qu'il va le corriger,
Mais je pense qu'il se dit qu'il a eu de la chance, quoi. J'espère pour lui, gros, parce que les Pantoja, les Alex Perez, Pantoja, Brandon Moreno, même Tim Elliott, hein, qu'on va en parler ici, ça c'est des mecs, ça va pas pardonner. C'est clair. En main event aussi, on a eu un sacré combat, Alex Caceres contre Daniel Pineda. Une grosse guerre et une victoire de Alex Caceres bien méritée. Il a bien pris le dessus au troisième. C'était un peu chaud pour lui au deuxième. Daniel Pineda, mais un gros cœur de la part des deux, surtout Pineda qui à la fin il n'en pouvait plus, il se prenait des coups au fond, on ne savait pas il regardait l'arbitre, on ne savait pas s'il allait arrêter ou pas. Mais il n'a pas lâché l'affaire et ouais, il a perdu, mais la tête haute quoi, et une belle victoire pour Alex Caceres. Ouais, pour moi, il avait perdu le deuxième round. Gagné Ouais, le premier, perdu le deuxième, il est revenu fort au troisième. ouais. Franchement, les frappes au corps, c'était magnifique. Toi, tu sais que j'adore les frappes au corps. Enfin, c'est ce que je fais de mieux en termes de striking. J'adore ça. Il a feinté l'uppercut. Il feintait l'uppercut à la tête et il allait avec le crochet au corps. Mais il l'a fait 3 ou 4 fois, surtout au troisième round. Magnifique. En plus, il touchait avec l'uppercut des fois. Donc Daniel Pineda, il mettait les mains hautes. Ouais. Et pour défendre l'uppercut, il n'arrivait pas. Et bam, il allait avec le 3 au corps. C'était magnifique, franchement. Les coups de pied aussi, les body kicks, c'était vraiment, vraiment compliqué. On l'a vu à un moment, il a parlé à l'arbitre. Il a bougé la main, il a parlé à l'arbitre. J'ai cru qu'il allait abandonner. En plus, Daniel Pineda, il a plutôt tendance. C'est un très gros finisher. Hein. Attention, tous les combats qu'il a eu, il a gagné en finish. Mais il fatigue et parfois, je vais pas envie de dire abandonner. Il lâche un peu l'affaire. Il lâche un peu l'affaire. Ouais. Il sort du combat, fin de deuxième, début de troisième. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais en tout cas, ouais, c'est un très bel opponent, Daniel Pineda. Beaucoup, beaucoup d'expérience. Il a battu Movlid au PFL, même s'il a popé pour stéroïdes et ils l'ont enlevé la victoire, mais quand même, c'était sa seule défaite à Movlid. Il a battu Jeremy Kennedy. Je sais pas ce que je veux dire. À l'époque, il avait qu'une défaite, c'était contre Volkanovski. Et il a réussi à le sortir de là en guillotine. Donc, ouais, non, c'est un opponent de qualité, Daniel Pineda. Et là, avec Caceres, c'est impressionnant, hein, parce que là, il est sur deux très belles victoires, quoi. Donc, contre des gros opponents. Il est numéro 15. Moi, j'ai bien envie de le voir monter un peu le classement, le mettre un peu contre. Parce que même s'il avait fait contre Sadiq Youssef, qui était 9 ou quelque chose comme ça, c'était très serré. J'aimerais bien le voir peut-être contre un Bryce Mitchell ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Un mec un peu plus haut dans le classement. Juste avant, un gros KO de Jim Miller aussi sur Butler. À 23 secondes au premier round, c'est un crochet et après il finit avec un uppercut. Magnifique. À quel âge il a? 38? Laisse-moi regarder, en tout cas, c'est ouais, Jim Miller, Il est 20 ans de carrière, je crois, à l'UFC. c'est ça, 43 combats. Le mec, il n'arrête pas, quoi. C'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Franchement, ouais, il est né en 1983, 10 ans de plus que moi. Il a 39 ans. Mais 39 ans, attention, c'est pas à 39 ans, il a commencé à combattre à 34, et, tu vois. C'est 39 ans, il combat depuis qu'il a 18 ans. Et non, il combat bien, il est intelligent, il a un bel IQ, il met la pression. Parfois, il se fait un peu contrôler par des mecs plus corpulents. Il n'arrive pas à 155, c'est chaud pour sa taille, il est petit. Mais en tout cas, magnifique. Quand tu lui mets des contenders comme ça, on se rappelle à ce qu'il a fait à Nicolas Mota, KO de l'espace, à Steve Garcia, KO de l'espace, et là contre Jesse Butler. En plus, un mec qui est fort. Hein. Il me semble qu'il combat à 66 kilos d'habitude. Il a eu une semaine pour aller combattre Jim Miller, quelques jours, 4 ou 5 jours. C'est impressionnant, quoi. 23 secondes KO au premier round, à presque 40 balais, après une carrière comme ça, c'est vraiment chaud. C'est vraiment, vraiment chaud. Donc, ouais, non, impressionnant, Jim Miller. Et j'aimerais bien le voir contre des légendes un peu, tu vois. Comme quand il a combattu Cowboy, c'était impressionnant aussi, tu vois. Contre des mecs un peu comme ça, peut-être Bobby Green, ce serait bien de le voir contre Bobby Green. Ou peut-être, ouais, ça aurait été beau Nate Diaz aussi, à 155, mais ouais, en tout cas, ouais. Ouais, j'ai envie de voir des combats de légende avec lui. Ouais. Dustin Poirier ou Justin Gaethje. Le problème, c'est qu'ils sont trop hauts dans le classement comparé à lui, tu Ouais. vois. Mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, tu vois, une des stars qui perd un des gros combats là qui arrive, donne Jim Miller sa chance, tu vois, pourquoi pas? Ouais, c'est clair. Et il peut surprendre, hein, il peut surprendre, ce sera toujours très actif ces combats. C'est jamais des combats ennuyeux, tu vois. Donc, ouais, bravo à lui en tout cas. Juste avant Tim Elliott, belle victoire aussi à la décision. Magnifique. Un gros Ouais. combat aussi, un style très particulier. J'étais très investi émotionnellement sur ce combat parce que je m'entraîne avec lui
depuis que j'ai commencé le MMA, même si ça fait 2 ans qu'il a déménagé de Las Vegas. Je suis toujours en contact avec lui, on parle beaucoup. Bien évidemment, on sait qu'il avait un très gros problème avec son ex-femme, qu'il avait trompé avec un de ses meilleurs potes. C'était une histoire vraiment horrible, les gars. Il avait beaucoup sur son plat, tu vois. Il avait dû déménager. Là, il déménage tout son camp au Texas. Il s'entraîne avec Chris Brennan, qui est une légende du MMA, avec son fils aussi, Lucas Brennan, qui est 8-0 à Bellator. Donc, il a fait un gros camp d'entraînement avec eux. Ils ont bien pris soin de lui. Ils ont fait toute sa nutrition. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit tip-top. Et moi, il m'a dit après le combat, apparemment, il a eu un problème à l'estomac avec la wake up. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a eu la chiasse, quoi, en gros. Du coup, il a eu des problèmes pour se réhydrater, etc. Il avait très mal au ventre. Et il a dit d'ailleurs dans l'interview, c'est pour ça qu'il mettait les mains basses pour protéger son corps, parce qu'il avait peur de se prendre des gros coups au corps vu qu'il avait trop mal. Et quand même, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon travail. Après 1 an d'inactivité, une chirurgie au genou, il est revenu avec une cardio extraordinaire. De toute façon, il a toujours une belle cardio, team. Un style très particulier, comme tu as dit, quoi. C'est-à-dire que il crée du chaos et après, il prend contrôle du chaos, en fait. C'est vraiment bizarre parce que il met la pression, il se met en kicking range pour que Victor Altamento envoie des kicks. Lui, il attrape les kicks et il va au takedown. Il met des punches de ouf dans la garde, il met des Donkey Kong ground and pound, tu vois, de la garde, il est une très belle position de la tête. Il sait où mettre la tête, il sait où mettre les bras pour pas se faire triangler, pas se faire armbar et tout. D'ailleurs, on le voyait au deuxième et troisième. Victor, il essayait les clés de bras à gogo, il essayait les triangles, ça passait pas, il y avait rien qui passait. Impressionnant, les coudes qu'il mettait, les backhands qu'il mettait, franchement, c'est du sale ce qu'il fait au sol. C'est pas le meilleur artiste de soumission, mais c'est le mec, il sait comment te casser la gueule, tu vois ce que je veux dire. Il sait comment rester là où il faut être. Il te met des coudes, il te met des grosses patates, et c'est pas vraiment des grosses patates, c'est beaucoup de petites patates en fait. Et il allume le gars avec une, comment on dit, une pace, Une constance. une constance, ouais, avec une constance incroyable, franchement impressionnant. Et puis c'est pas un paysan, Victor Altomado, il était sur 2 victoires à l'UFC, une victoire au Contender Series. Il a quand même fait une belle prestation. Oui, il avait une belle prestation, hein. Et en plus, c'était un short notice, enfin, short notice, ça a été 3 semaines, parce qu'il était censé combattre un autre mec, je sais plus comment il s'appelait, c'était un Brésilien qui avait un très bon sol, donc complètement différent que Victor, tu vois, que Victor il veut plus kicker, rester à l'extérieur, faire du kickboxing, donc il a dû changer tout son game plan, et il a fait du bon travail, franchement j'étais très content pour lui. On est sorti après sa victoire et il m'a invité à un strip club, à Palomino Strip Club à downtown Las Vegas. C'était pas mal du tout et on a bien rigolé, on a bu quelques whisky. C'est là où il m'a dit il n'était pas vraiment content de sa performance. Tous les gens qui lui disaient félicitations et tout, ils disaient non, non, j'ai combattu comme une merde, j'aime pas ma performance. J'ai envie de reprendre un combat là bientôt, 2-3 semaines, je suis pris en short notice. Ah ouais. J'ai besoin de faire des sous, j'ai envie de recombattre bientôt. Et voilà, il a dit ouais, je vais mettre une mine ce soir et après je vais me remettre en mode sportif. Et ouais, non, franchement, je suis très content pour lui, les gars. Je m'éternise un peu sur ce sujet parce que j'adore ce mec, il m'a appris plein de choses dans ma carrière amateur. Et ça fait plaisir de le voir sur une. Bah maintenant, il est sur 2 victoires, il avait battu Ulanbekov. Ouais. D'ailleurs, si les gars, vous regardez qui il a dans son corner pour ce combat, il a sa femme, Gina Mazani, à l'époque, et Kevin Krum, son partenaire d'entraînement, et il a battu Ulanbekov, qui avait Khabib et Islam dans son corner. Et quand tu connais la backstory que sa femme, elle le trompait avec Kevin Krum, c'était les 2 mecs dans son corner. Franchement, c'est dégueulasse, les gars. Quand vous voyez ce qui s'est passé, et il a quand même battu Ulanbekov avec une maladie comme ça dans son corner, tu vois. Franchement, quand tu regardes en arrière, il est impressionnant son parcours, c'est un truc de ouf. Mais en tout cas, ouais, je m'arrête de m'éterniser sur ça, mais bravo à Tim Elliott, les gars. Puis ouais, je crois qu'on peut passer à d'autres sujets. T'as d'autres combats que t'as retenus sur cette UFC? Oui, une petite parenthèse, Mohamed Naimov, les gars. Un autre combattant du Tadjikistan qui était sur cette carte, avec Mouin Gafurov aussi également. Mais Mohamed Naimov qui a pris un gros client, Jamie Mullarkey, en une semaine. Mohamed Naimov qui d'habitude combat à 66, là il est parti à 70. Combattre vraiment Jamie Mullarkey, les gars, c'est pas n'importe qui comme à l'UFC. Il a des très belles victoires. Il avait battu Michael Johnson. Il avait battu Devante Smith, qui était un très très gros puncher. Il a KO. Non, impressionnant. Franchement, il a contrôlé, il a bien touché.
Il s'est pris pas mal de coups aussi, il s'est fait roquer, il a surmonté l'adversité et il a mis un KO de l'espace au deuxième round. Donc franchement, UFC début de malade, 50 000 balles de Ouais. bonus. Franchement, bravo à Mohamed Naimov. J'aime bien le voir combattre, c'est juste que je déteste son coach et sa gym. J'ai combattu 2 mecs de là-bas et ils me foutent la haine. Et du coup, j'étais juste un peu deck que lui, il avait gagné par rapport à son coach, mais enfin, niveau performance, les gars, franchement, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Et bah, là, il va faire du bruit, hein. Il va faire du bruit. À 66 et 70, apparemment, il veut combattre aux deux. Ouais, ouais, On c'est verra là possible. où enfin, il est quand même épais, hein. Mm. Il est quand même épais, franchement. Moi, je suis sûr que les 66, ils veulent pas faire la queue pour le combattre non plus. Mais bon, on verra, ouais. On verra. En tout cas, il a un bel avenir à l'UFC. Là, il est même pas encore dans sa prime. Il a que 29 ans. 9-2 maintenant. Ouais, franchement, impressionnant. Mm. Et donc on peut passer à l'UFC 289, donc qui a pour main event Amanda Nunes contre Irene Aldana. Contre toute attente, Amanda Nunes qui est favorite à 1,27 et Irene Aldana à 3,20. Moi j'ai envie de tenter l'underdog là sur ce match. Je Avec sais Aldana? pas, ouais, avec Ouais, moi aussi. Aldana. Je sais pas ce que ça va donner, mais ouais, Nunes, ça fait longtemps qu'elle n'a pas combattu. Ses dernières performances, c'était pas la folie. Bon, après, c'était contre Juliana Peña, pas n'importe qui aussi, mais ouais, j'espère que Aldana le fait cette fois-ci. Ouais, je pense aussi, elle est dangereuse. Elle est très épaisse pour la catégorie. Elle a des mains beaucoup plus rapides que Amanda Nunes. Le seul problème, c'est son sol. Il est un peu douteux parfois. Mais elle a mis un KO de l'espace, tu te rappelles, avec un up kick. Un up kick au corps contre Messi Chiasson. Après, ouais, Ouais. Messi Chiasson, c'est pas non plus un très gros niveau de compétition. Tu vois, cette catégorie, c'est un peu léger. Mais bon, quand même, elle l'a fait. Elle a mis un KO du jamais vu, quoi, d'en bas, avec un up kick au corps, et elle a KO Messi Chiasson, alors que Messi Chiasson, elle était au-dessus, elle dominait. Le problème, ce qui m'inquiète un peu pour ce combat, c'est Amanda Nunes, la façon dont elle met la pression contre la cage. Parfois, elle prend son temps, elle met la pression, elle met des takedowns et elle contrôle un peu et elle gagne des décisions sans trop rien faire. Et après, elle dit toujours la même chose. Ah, je voulais montrer ma cardio, tu sais, à chaque fois, vous pensez que je mets des finishes, mais je veux montrer ma cardio. Ta cardio, on l'a déjà vu 5 ou 6 fois dans des combats très ennuyeux. En main event, à chaque fois, c'est 5 rounds. Franchement, il me met la haine, ce main event, les gars. J'ai vraiment la rage. Quand je vois ce main event, quand tu vois Charles Oliveira contre Benil Dariush, Mm. en co-main event, en dessous de Amanda Nunes, Irene Aldana, j'irais même jusqu'à dire que c'est irrespectueux, franchement. Ah, les gars, je suis énervé, les gars. Ouais, je suis d'accord. Excusez-moi, mais je suis énervé. Franchement, Après, l'ordre de la carte en général aussi est un peu bizarre, hein. Il n'y a pas les meilleurs combats, ils sont pas en gros. Danny Gay contre Comment... Nate Landwehr, c'est un combat de ouf. Par contre, tu vois, Ouais, ouais, mais t'as Mike Malott et Adam Fegit juste devant, tu ouais, vois. ouais, c'est ouais. Mike Malott, ouais, bah, on va en venir, on va en venir. Mhm. Mais Mais tu, ouais, ouais, allez, je dis Irene Aldana 3,20. Je par crois que finish, la fille, ouais, c'est ce que je me dis. Ouais, peut-être une KO, ouais. Ouais, peut-être une KO. Ce serait beau de voir j'espère. Amanda Nunes tomber pour une fois. J'espère que c'est un cas au premier Ouais. round et qu'on passe à autre chose direct. Tu dis quoi, toi? Je dirais TKO au deuxième ou troisième, pas au premier, Ah mais ouais? deuxième ou troisième, ouais. Mhm. Amanda Nunes a fait beaucoup d'argent. Elle a fait une très grosse carrière, 22-5. Elle a déjà eu des défaites quand elle essaye pas, quand elle abandonne un peu, elle n'a pas envie de le faire. Et je pense que ça va être un cas comme ça. C'est un peu l'époque des Mexicains, là. C'est vrai. Et ils gagnent contre des Brésiliens, en plus, si tu regardes. Enfin, je pense à Moreno. On peut passer aux choses sérieuses. Donc, le co-main event, Charles Oliveira contre Beneil Dariush. Oliveira qui est underdog, hein, à 2 et Dariush à 1,72. Je pense que ça se base sur le dernier combat de Dariush, ouais, très impressionnant. Très Sur impressionnant, ouais. Gamrot, qui, je sais plus s'ils étaient even tous les deux ou c'était Gamrot qui était favori, mais ouais, il a fait taire pas mal de bouche sur ce dernier combat et Charles Oliveira, ben forcément avec la défaite contre le champion, enfin quand il a perdu sa ceinture contre Makachev. Malgré tout ça, moi j'ai quand même j'ai envie d'aller vers Charles Oliveira. Je pense qu'il peut revenir, qu'il va revenir en force. Mais je suis pas sûr, ouais, Dariush, la dernière fois je pensais que Gamrot allait gagner. Dariush m'a fait taire aussi, donc je suis vraiment indécis, mais vu qu'il est underdog en plus, ouais, je vais aller sur Oliveira. Je dirais, enfin, ça se pareil, une soumission, peut-être. Mm. Peut-être qu'il peut l'avoir à l'usure, quatrième, cinquième. Mais c'est chaud, ouais, je sais pas. Deuxième ou troisième, tu veux dire?
C'est un 3 Ah rounds. ouais, c'est vrai, c'est un Ouais, 3 rounds, ouais, ouais, à c'est savoir que ça c'est qu'il un 3 voulait. rounds. Donc ouais, ça change pas mal de choses. Il a plus de chances, Oliveira, de gagner un 3 rounds Ouais, contre Benil, hein. tu crois? Ouais, ça va, ouais, de toute façon, oui, ça va commencer plus fort. Euh, Oliveira qui a su finir des mecs assez vite, hein, quand même, quand on pense à Poirier Justin et Gaethje à aussi. Chandler et à Gedji. Ouais, je reste sur ma décision. Charles Oliveira, un finish, une soumission, ouais, deuxième. J'ai du mal à voir Benil se faire soumettre. Moi, si je verrais Charles Oliveira gagner, ce serait peut-être sur un gros coude ou un gros genou. On a déjà vu Benil tomber sur des trucs comme ça contre Ouais, Barbosa, contre Alex Hernandez. Bon, après, ça fait longtemps on l'a pas vu dans des états comme ça. Benil Dariush est un combattant très solide, fort physiquement, corpulent, très têtu. Il s'adapte très bien. Il abandonne jamais. La seule façon dont il va perdre, c'est s'il perd en se faisant attraper comme ça, quoi. Donc, c'est vraiment un bourbier ce combat. C'est un combat qui m'excite de ouf. Franchement, c'est très intéressant. Mais je verrais plutôt Benil arriver à prendre une décision. Arriver à prendre une décision. Quand, la performance contre Gamrot m'a trop impressionné. J'ai du mal à aller contre Benil ces jours-là. J'adore les deux, franchement. J'aurais préféré voir Benil contre Islam ou Charles contre Islam encore, plutôt que voir Charles contre Benil parce que franchement, je les adore les deux. Mais je vais prendre Benil à la décision. Et comme ça, je vais contre toi aussi pour le podcast, tu vois. Mais ouais, Charles Oliveira a ses chances de ouf, hein. Franchement, je suis d'accord. Je peux le voir se prendre. Je suis pas d'accord sur la soumission, mais je suis d'accord qu'il peut le finir. ouais. Et même au premier ou au deuxième. Le fait que ce soit un 3 rounds, je pense que c'est mieux pour Charles, parce qu'il pourra vraiment s'exprimer comme il veut sans se fatiguer, quoi. Sans avoir peur de se fatiguer pour le Ouais, quatrième ou le ouais, cinquième. non, gardez. Benil, ça aurait été mieux pour lui, un 4 ou 5, tu vois, parce que lui, c'est plutôt un diesel à la base. Au troisième, à chaque fois, il se lâche. Donc là, si ça va au troisième round, le troisième round, ça va être de ouf, tu vois. Mm. Si ça va jusque-là. Donc ouais, non, je vais prendre Benil par décision pour une très grosse guerre et très serrée. Très serrée. Là, possible fight of the night, hein. Oui, oui, ouais, de très grandes chances. Même s'il y a toujours des surprises, hein. Mais ouais, il y a très de grandes chances que ce soit le fight of the night. On peut descendre donc avec Mike Malott contre Adam Fujit. Là, par contre, tu vois, c'est pareil, je comprends pas trop pourquoi il se retrouve ici, ce combat. Parce que Mike Malloy, il vient de Vancouver. Ah, et c'est là-bas, ouais, Ils ouais, veulent le c'est vrai. mettre sur la carte. Mhm. Après, ils Euh, ont des beaux records, 9-1 contre 9-3. oui, Euh, Mike Malott qui avait battu Johan Lainez aussi, qui est canadien. ouais. Et Et Adam Fujit, du gros pouvoir dans les mains, Mike Malott. qui Ouais. avait battu Kinoshita par KO. Donc oui, ça risque quand même d'être un beau combat. Les bookmakers voient Mike Malott 1,42, Adam Fujit à 2,70. Et je me dis que Adam Fujit peut le KO, hein. Qu'est-ce que tu penses? Euh, On voit souvent les mecs de chez eux se faire KO. c'est vrai, mais je pense que Mike Malott, là, Et il va être là, il est chaud, il a du pouvoir. Il me fait penser un peu à un Jack de la Madela, un peu. Ah ouais? Moins de pouvoir, mais un peu la même, tu vois, grosse Mhm. pression, belle boxe. Je peux voir Mike Malott prendre Adam Fuguet. Après, je vais pas m'éterniser sur ce combat, je t'avoue que je les connais pas trop les deux. Ouais. Mais ça va être un beau combat, tu vois, ça va être un beau petit filler de cartes entre Danny Gay et Nate Landwehr qui va être Mhm. juste avant, tu vois, ça va être une belle petite pause pour nous préparer pour Charles contre Benil. Mais je vais prendre Mike Malott par KO. Ouais. Ok, ben je prends Adam Fujit, moi par KO. Ouais, on s'éternise pas sur ce Mm. combat parce que Ouais. On descend donc avec Danny Gay contre Nate Landwehr. Là, par contre, ça, c'est un gros banger. lourd. Danny Gay 1,42 et Nate Landwehr 2,70. Donc, je comprends là que Danny Gay soit favori, mais c'est quand même chaud. Nate Landwehr, on le sait, hein, il lâche rien et il a du pouvoir. Et je pense que s'il gagne, ce sera la décision. Mais je crois que Danny Gay peut le KO et je vais me Ah ranger de ce oui. côté-là. De Danny Gay par KO, ouais. Bah, mon ami Julian Rosa l'a aidé beaucoup sur ce combat. Je l'ai vu Il l'a pas. battu. Il a battu Il a Nate battu Landwehr, Nate ouais. Landwehr, ouais. Il a battu Nate Landwehr. J'ai vu Danny Gay cette semaine, quasiment tous les jours, que je me suis entraîné à Extreme Couture. Et franchement, il me fait peur. Il arrive tout le temps en avance, pas de t-shirt, il tourne autour du tatami avec la tête énervée comme ça, tu vois. Il est vraiment concentré. Il fait beaucoup de luttes. Sa cardio, elle est incroyable. Là, maintenant, là,
Même si Nate Landwehr, sa cardio, elle est bonne aussi. Mais là, Danny Gay, franchement, ce que je vois dans ses yeux en tant que combattant, ça me fait très peur. Là, j'ai vraiment, vraiment du mal à voir Nate Landwehr arriver à gagner ce combat. Danny Gay, du gros pouvoir dans les mains. Il a KO mon ami Gavin Tucker, qui lui-même est à un niveau très élevé, un des meilleurs combattants à 66 qui est en dehors du top 15. Et Danny Gay l'a KO en 20 secondes quand même, il faut se rappeler ça, tu vois. Danny Gay qui revient également d'une victoire contre Damon Jackson par KO. Avant ça, il avait pris 3 défaites, mais bon, il avait pris contre des gros clients, contre Josh Emmett, Ouais. qui était d'ailleurs discutable, contre Korean Zombie, là il avait vraiment perdu, et il avait perdu contre Moslar Evloev. Donc voilà. Les 3 c'était des décisions. Il s'est jamais fait finir Danny Gay. Hein. On se rappelle, jamais, jamais fait finir. Je pense pas que c'est Nate Landwehr qui va le faire. Je pense que s'il se fait finir, ce sera par un Volkanovski ou par un mec vraiment, vraiment haut niveau. Nate Landwehr, pour moi, n'aura pas les capacités techniques de battre Danny Gay. Nate Landwehr aime mettre beaucoup la pression, mettre beaucoup de cardio sur ses adversaires et les faire casser, mais ça va pas marcher contre Danny Gay. Là, ça va pas marcher du tout. Danny Gay est trop solide, trop d'expérience, il est dans sa prime. Je le vois gagner par KO, TKO. Deuxième round. Mhm. Ouais, je suis d'accord avec toi. On peut descendre avec Marc-André Barriault contre Eric Anders. Barriault qui est favori 1,68 et Eric Anders 2,10. Donc là aussi, c'est quand même assez serré. J'aime bien Marc-André Barriault, mais on l'a déjà vu se faire KO deux fois déjà, je crois, à l'UFC. TKO, ouais, Ouais. Eric Anders, je connais pas trop. je m'étais entraîné avec lui à l'époque, il venait beaucoup à ma gym de Ten Planet. Uh-huh. Bon après, ben, il était gentil avec moi parce qu'il est beaucoup, bien évidemment, c'est un middleweight, combat à 84 kilos, donc il était gentil avec moi. Mais ouais, c'est un mec, il a une bonne cardio, Uh-huh. il est vraiment passionné du game, tu vois, il Ouais. travaille son sol, on ne dirait pas quand tu le vois, parce qu'en fait, c'était un joueur de college football. Il Ouais. jouait, Ok. c'était un joueur universitaire. Uh-huh. Il n'a pas réussi à aller à la NFL, il me semble qu'il avait une blessure ou quelque chose comme ça. Il n'a pas pu être drafté à la NFL. Et il s'est mis au MMA 1 ou 2 ans plus tard. Donc un mec qui a commencé tard dans sa vie, tu vois, et qui s'est vraiment passionné du sport. Uh-huh. Il a Et battu Kyle Lacoste la dernière fois, ouais, j'ai vu. il a battu Caldocos, d'ailleurs, il a sorti de l'UFC. Par contre, 2 combattants qui fade un peu au deuxième, troisième, qui commencent un peu à fatiguer. Euh, C'est vrai, ouais. Ils, par moments, n'ont pas le meilleur IQ. Donc un combat très équilibré, j'ai envie de dire. Mais Eric Anders, avec le momentum qu'il a, je peux bien le voir prendre une belle décision, edge out une décision. De toute façon, on sait ce qu'il faut faire contre André Barrio. Tu le mets dans la clinch, tu le fatigues, tu mélanges beaucoup les takedowns, tu vas au Ouais. corps et il va commencer un petit peu à fader. Après, il peut changer. Hein. Franchement, il est toujours jeune. C'est un mec aussi qui s'entraîne beaucoup, qui combat très fréquemment, donc il s'améliore tout le temps. Mais pour moi, là, je verrais peut-être Eric Anders prendre une belle décision, peut-être même perdre le premier round, se faire rocker, avoir des moments un peu comme ci, comme ça, et revenir doucement en deuxième et vraiment mettre un triple stamp, un gros tampon de certification pour le troisième round. Ouais. Ouais. Ouais, je reste sur Marc-André Barriault, mais ouais, je suis sûr de rien. Je suis même pas sûr que je jouerai ce combat. Ouais, c'est équilibré en fait, tu Ouais, vois, ouais, c'est c'est. équilibré. Donc. Et toute la carte est pas mal pour faire de l'oseille. Après, faut faire les bons choix. Mais Et il n'y a les pas juges de aussi, il faut grosses faire gaffe cotes, aux tu juges. vois, à part ouais, Nunes, M27. Mais il n'y a pas de grosses différences de cotes. Et ouais, c'est pas mal. Mm. Ça va être intéressant. Donc on finit la main card et juste avant donc la prélim avec le dernier combat, ce sera Nassourdine Imavov contre Chris Curtis. Donc là forcément on est hypé de ouf. Nas qui avait combattu la dernière fois contre comment il s'appelle Sean Sean Strickland. Strickland Mm. qui avait perdu donc à la décision. Et là il se retrouve à combattre son pote d'entraînement, enfin le meilleur pote à Sean Strickland. Chris Curtis, Nas donc qui est favori 1,80. Chris Curtis 2,05. Moi, je les aurais mis even. Là, franchement, je suis vraiment indécis sur ce combat. Et honnêtement, j'ai peur pour Nassourdine Imavov un peu. Moi aussi. Ouais. Combat très compliqué. Pour moi, une mauvaise décision. Après, enfin, Ouais, ils auraient pas dû. Ouais, je le crois aussi. Ouais. mauvaise décision, à moins que Nassourdine veut vraiment prendre sa revanche contre Sean Strickland. Quoi. Il a un peu un goût amer et veut montrer qu'il aurait pu gagner en faisant les bons choix. Mais pour moi, c'est trop tôt. Euh, il a eu, euh, il a eu que 6 semaines pour prendre ce combat, 6 ou 7 semaines max.
Et je sais qu'il avait une opération à la main, ce que j'avais entendu sur une émission, je ne me rappelle plus laquelle, j'aurais mis un shout-out, mais je me rappelle plus qui avait dit ça. Mais en tout cas, ouais, j'avais entendu d'une source sûre qu'il s'était fait une chirurgie, une petite chirurgie, donc pas des semaines et des semaines de recovery, mais une chirurgie quand même. Donc il a dû être out de l'entraînement pendant un temps qu'on ne connaît pas, mais quand même, il a dû être out. Chris Curtis, c'est compliqué, les gars. Il s'entraîne 3 fois par jour, tous les jours. Il boit pas, il fume pas, il mange très bien. Il fait rien d'autre que s'entraîner et jouer aux jeux vidéo dans son appartement. C'est vraiment un mec qui fait que ça. Il fait rien d'autre. Il n'a pas de hobby. Il est que du MMA, tu vois. Il y a vraiment rien d'autre dans sa vie. Et une cardio de ouf. Il abandonne jamais. Il a pris tous les gros clients qu'on lui donne à l'UFC. Il a une très belle expérience. Il est arrivé à l'UFC en vétéran. Il est arrivé à l'UFC à 34 ou 35 ans avec déjà un gros palmarès, plus de 40 combats pro. C'est compliqué pour Nassour. Nassour qui est toujours un combattant en développement, on va dire, qui est très fort. Il est dans le top 10, mais quand même, dans le top 15, je veux dire, mais un combattant qui est toujours en train de se développer, qui est en train de s'apprendre, qui est en train de prendre ses repères dans la cage de l'UFC. Et Chris Curtis, pour moi, ça va être trop. Ça va être trop et ça va être trop too soon en fait. Là, je l'ai vu s'entraîner toute la semaine. Il est à la lutte, il est au kickboxing, il est aux classes de strength and conditioning de muscu. Il fait tout ce qu'il y a à faire. Il fait les saunas, il fait les bains froids, il fait rien. Il ne passe aucune étape en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et, et je le vois très motivé, je le vois faire des rounds sur rounds. Je l'ai vu faire 7 rounds dans la cage la semaine dernière. La semaine dernière, quoi. Donc, une semaine et demie avant le combat, il fait toujours 7 rounds gros. Vraiment des grosses guerres que je le vois dans la cage avec les corners, un arbitre dans la cage et tout, comme un vrai combat. Euh, Après, j'ai jamais vu Nassourdine s'entraîner. J'habite pas en France. Mais ce que je vois de mon côté de Chris Curtis, ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur. Un peu la même chose que Dan Ige, très concentré, très prêt. Et j'ai vraiment peur pour Nassourdine. Et Chris Curtis, il met des gros KO. Il met vraiment des gros KO. C'est impressionnant. Il a une très belle takedown defense. On se rappelle de ce qu'il a fait contre Rodolfo Vieira. Il avait shooté 15 takedowns. Ouais. Il les a tous défendus. 0 sur 15. Il a mis Rodolfo Vieira. Nassourdine, après, bon, c'est bien plus fort que Rodolfo Vieira en striking. Et puis même ses entrées de lutte sont beaucoup plus clean. Mais je pense que ça va pas passer contre Chris Curtis. Je pense que Chris Curtis soit prend un KO au deuxième round ou troisième round en travaillant le corps et en revenant au-dessus, ou une décision un peu comme à la Sean Strickland. Le truc, c'est qu'il s'entraîne avec Sean Strickland tous les jours. Sean Strickland, il a 5 rounds d'expérience avec Nassourdine. Il peut vraiment, ils sont meilleurs potes en plus les deux. Ils s'entraînent tous les deux, toujours, tous les jours ensemble. Il a beaucoup d'informations à lui faire passer. Donc, ouais, j'ai trouvé un combat très bête à prendre à ce stade-là, en fait, de sa carrière. Ouais, moi, c'est le facteur qui me fait le plus peur, ouais, c'est en termes de coaching et de gameplay. De retourner, en plus, on sait, Extreme Couture contre MMA Factory. À chaque fois que ça clash, en général, c'est pas bon pour MMA Factory. Et donc là, ils acceptent le combat, ouais, contre le meilleur pote à Sean Strickland, qui a eu, Sean Strickland, qui, comme tu dis, il a eu 5 rounds contre Nassourdine. Il sait à quoi s'attendre, il a beaucoup d'informations à lui donner. C'est ça. Ils ont le même coach, j'imagine qu'ils auront le même corner. Enfin, il y aura juste Sean Ah oui. Strickland qui sera, Ah ouais. qui sera inversé par Chris Curtis. C'est ça. Mais ouais, c'est inquiétant, ouais, c'est inquiétant pour Nassourdine. Après, s'il le fait, ben, franchement, chapeau à lui, chapeau C'est ça. à Fernand Lopez. Mais moi, j'ai du mal à le voir. J'ai peur de... Si je dois faire un pari, là, au jour d'aujourd'hui, je dis Chris Curtis à la décision. Malheureusement, ouais, je verrai un peu le même scénario que contre Sean Strickland, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trouver les bons angles, à faire les bonnes décisions. Et Chris Curtis qui vaut le match, ouais. Et pour moi, Curtis avait battu Gastelum. C'était très serré, mais pour moi, il avait battu. Il y avait un clash de tête Ouais. qui avait un peu changé c'est vrai. le tournant du combat. Il a dit sur son Instagram quelques jours après que quand il a décrit la situation, il était out en fait quand il y a eu le clash de tête. Il était un peu KO, tu vois, et il se relevait tout seul et après il savait pas où il était. Et il a juste défendu au deuxième round et il a perdu le deuxième round comme ça.
Euh, Après, le mais fait que ce soit un 3 rounds, peut-être, parce que je crois que ça peut favoriser Nassourdine, sachant qu'il aime bien commencer fort et au 5e round, il était un peu fatigué. Même c'est ça, ouais. quand il fait les 3 rounds, on le voit qu'à la fin des 3e round, il est quand même au bout. Peut-être que là, il va pouvoir envoyer un peu plus fort d'entrée sans avoir à en garder sous le coude pour les 4e et 5e rounds. Peut-être que ça peut changer la donne, non? Et quand tu le vois, c'est ça en fait, quand tu le vois contre Joaquin Buckley par exemple, au troisième, il était fatigué Ouais, quand ouais, même, c'est hein. ça, ouais, ouais, ouais. Donc je suis d'accord avec toi, il commence à fatiguer, mais moi je dirais qu'il commence à fatiguer au troisième. Mm. Donc oui, c'est mieux qu'il ait qu'un round off sur deux. Peut-être qu'il peut prendre une décision, mais, mais moi je vois plutôt Chris, je vois Chris, sa cardio au-dessus et sa composure dans la cage et sa faculté à être concentré tout le long et ne pas se fatiguer, tu vois, et vraiment continuer sur la même cadence est beaucoup plus élevée que celle de Nassourdine. À ce stade-là de sa C'est ce carrière, qu'on a attention, vu, ouais, ouais, Nassourdine est ouais. très jeune encore, hein. Comme je dis, il est en développement. Chris Curtis, c'est un Mhm. combattant qui est déjà accompli, tu vois. Et ouais, non, pour moi, j'ai du mal à voir Nassourdine prendre la victoire. Regarde ce que Chris a fait à Buckley. Ouais, ouais, c'est ça. Dominé premier round, KO deuxième. Nassourdine, Buckley, c'était compliqué, hein. C'était un peu serré quand même. Bon, Mm. il a gagné 2 rounds sur 3, bon, même 3 rounds sur 3, mais c'était quand même des rounds assez serrés. Il se faisait toucher. C'était pas Ouais, une ouais, ouais. promenade, Il tu était, vois, ouais. quand même. Tandis que Chris contre Buckley, c'était une domination. Donc c'est ça, ouais, c'est ça qui m'inquiète. Après, j'ai envie que, même si Nassourdine perd, j'ai envie quand même qu'il ait une belle prestation, qu'il montre un peu des nouveaux outils de son game, Ouais. mais j'ai du mal à voir gagner, les gars. Franchement, là, je suis obligé de dire la vérité. J'ai pas compris le choix du combat, à moins qu'ils voient quelque chose que nous, on voit pas, tu vois, et qui nous font nous taire. Mais j'ai du mal. J'ai du mal à voir. Ouais, je vais prendre Chris Curtis par décision. Ouais, Mais je reste ouais. sur ça aussi. Je suis pas sûr de le jouer, mais peut-être que ça évoluera dans la semaine, mais pour l'instant, je suis sûr. Pareil, Chris Curtis à la décision, malheureusement. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau sur cette carte? Auri Kileng, tu vas me parler? Contre Harold Ayman Kileng, oui, Zahabi. contre le frère du coach à GSP, Feraz Zahabi, Mhm. son frère Ayman Zahabi. Pas mal, pas mal, bon combattant, belle cadence. Il vient d'une très belle gym, hein, donc le Tristar. Il a un très bon corner. Aori Killen qui est un tueur, 24-9. Bon, il a beaucoup de défaites, mais il a commencé le MMA très tôt. Il venait de Mongolie, donc il n'avait pas de combat amateur. Il a commencé à combattre à 16-17 ans. Euh, ouais, c'est Aori Killen. Bah, je me suis entraîné avec lui pendant un an quand il était là. J'espère qu'il gagne, mais c'est compliqué, c'est Mhm. 50-50. Ouais. Kyle Nelson contre Blake Builder. Mhm. Blake Builder qui sera à domicile, ouais, il est canadien. Non, 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 Kyle Nelson est canadien. Ah, c'est Kyle Nelson. Ah, pardon. Ouais, Blake Builder 8-0. Ouais. Euh, je me suis entraîné avec lui pas mal de fois également. Quand j'étais amateur, il venait de passer pro. Et on s'est toujours suivi, on s'est toujours encouragé. Moi et lui, on se parle souvent sur les réseaux. Et c'est un très bon combattant. J'ai roulé avec lui il y a quelques mois. Et c'était avant son combat qu'il allait combattre en Australie. Il avait combattu Shane Young en Australie. Donc c'est ça qu'ils font. Ils utilisent Blake Builder pour combattre les mecs à domicile, tu vois. Ils avaient ramené pour combattre Shane Young en espérant que Blake il allait perdre. Il a gagné. Là, ils font la même chose avec Cal Nelson. Cal Nelson, il est sur une série de défaites. Soit il gagne, soit il se fait virer. C'est un combat à domicile pour lui. Ils lui ont ramené le mec avec moins d'expérience possible. Blake Ouais. Builder qui Il a est que chaud quand même. 8-0 pour Mhm. 33 ans. Mhm. Ce qui n'est pas un gros record pour son âge. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il avait une très grosse carrière amateur de boxe. Il a gagné les Golden Gloves, qui est une très grosse compétition amateur aux États-Unis. Il les avait gagnés facilement dans sa KT. Donc il a des belles mains. Il est un peu lent en striking, mais il est très technique et une belle lutte, des grosses soumissions. Je pense qu'il va gagner contre Cal Nelson. Cal Nelson qui manque beaucoup de rendez-vous, hein. À chaque fois qu'il faut sortir, c'est souvent des défaites qu'il prend. Et je pense qu'il va sortir. C'est le premier combat de la carte. On a eu quelques cancellations, hein. Chris Dokos contre Khalil Rantry, Mhm. ça aurait été beau. Match nul contre David Vorak qui est tombé également. Ah, c'est Et, annulé ça? ouais. J'avais pas vu. Et puis il y avait un gros combat à 66 qui est tombé aussi. Hakim Dawoudou contre Lucas Almeida. Franchement, un combat de ouf. Ça me dégoûte que ce soit tombé. Mais bon. Ah, David Vorak, ils lui ont trouvé un nouveau mec. Mhm. Stephen Herbert 9-1. Mais bon, ouais.
Après, on a fait le tour de la carte, hein. C'est pas une carte de ouf, il y a quelques beaux combats. Ouais, c'est vrai que pour un UFC numéroté, c'est pas... Ouais, c'est ça. Après, Danny Gane, Nate Ward, Charles contre Benil, Nassourdine et Chris, c'est vraiment Ouais, les ouais, 3 combats qui sortent, quoi. Mm. Ouais. Ouais, mais je crois que c'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas les gars, on s'abonne, on like la vidéo, on donne de la force et voilà, portez-vous bien et à la prochaine.